Les rendez-vous d'Europe 1 Soir, ce sont tous les rendez-vous de Marie Drucker et Patrick Cohen partout, quand vous voulez. Europe 1 Soir. 18h, 20h. Marie Drucker, Patrick Cohen. Touché par la crise et anticipant une nouvelle baisse de moins 10% du marché automobile, PSA, Peugeot Citroën, annonce à son tour un plan de réduction de ses effectifs. 3550 emplois supprimés en France. Des départs que le constructeur affirme volontaires. 850 pour le seul site de Rennes. Et puis autre plan social chez Amora. Le fabricant de moutarde va fermer son usine de Dijon et supprimer près de 300 emplois. Par ailleurs, elle chute toujours. La bourse de Paris qui clôture en recul ce soir de 3,5% et le pétrole lui aussi dégringole. Oui, le baril de brut est passé sous la barre des $50 et ça fera la une des Échos demain. Bonsoir Philippe Escande. Bonsoir Patrick. Alors, c'est ce baril, ce pétrole continue de baisser. Hein. Oui, c'est un chiffre qui donne le tournis. Songez quand même qu'il valait $150 en juillet. Les analystes pariaient alors sur $200 à la fin de l'année. Et ben voilà, 3 mois plus tard, on se retrouve avec un pétrole 3 fois moins cher. C'est comme si en revenant de vacances, votre baguette de pain, elle était soudain passée de 1 euro à 30 centimes. Alors en fait, l'effondrement actuel a 3 raisons. D'abord, la spéculation qui a été très forte en début d'année et qui s'est retirée d'un coup quand la crise s'est aggravée. Ensuite, dès que l'industrie et les consommateurs sont devenus moins gourmands, le marché il s'est effondré, il a perdu 7% sur le seul mois d'octobre. Et puis enfin, les perspectives économiques pour l'année prochaine sont de plus en plus mauvaises. Donc les investisseurs anticipent. Mais pour nous, consommateurs, Philippe, c'est plutôt une bonne nouvelle ? C'est sûr qu'à la veille de l'hiver, ça va soulager beaucoup de monde, que ce soit pour se chauffer ou à la pompe à essence, sans oublier évidemment tous les industriels. Alors, comme disent les économistes, cela redonne automatiquement du pouvoir d'achat, bien plus que n'importe quel plan de relance. En ce moment, c'est évidemment bienvenu. Néanmoins, le risque, c'est quand même de s'endormir et d'oublier les grandes promesses d'investissement dans les énergies renouvelables ou dans l'exploration de nouveaux gisements de pétrole. Parce que si on fait ça, on peut être sûr qu'au premier signe de reprise, les prix remonteront aussi vite qu'ils sont descendus. Avec l'énergie, il ne faut jamais oublier de raisonner à long terme. Philippe Escande des Échos, chaque soir dans ce journal. La question d'Europe 1 Soir. L'État protège-t-il assez les enfants ? C'est la journée internationale des droits de l'enfant, des enfants maltraités, abusés sexuellement ou tout simplement victimes malgré eux d'un divorce douloureux de leurs parents et parfois de la séparation géographique de ceux-ci. On en parle avec vous jusqu'à 19h dans Europe 1 Soir. On attend vos questions, on attend aussi vos témoignages au 01 42 32 14 14. Et pour dialoguer avec vous en direct dans Europe 1 Soir, vous apportez des réponses. Dominique Versini, défenseur des enfants, bonsoir. Bonsoir. Et remis aujourd'hui un rapport au président de la République. On va y revenir. Et puis Isabelle Aubry, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier un témoignage. La première fois, j'avais 6 ans chez O Édition. 6 ans, c'est l'âge auquel votre père a commencé à abuser de vous. Merci d'être avec nous et de bien vouloir dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1 Soir. Vous êtes aussi présidente fondatrice de l'association internationale des victimes de l'inceste. Je le rappelle, 01 42 32 14 14. On attend vos questions et vos témoignages. Mais d'abord, Dominique Versini, je le disais, vous avez remis aujourd'hui un rapport et des recommandations au président de la République pour préserver les enfants victimes des séparations conflictuelles de leurs parents. Oui, effectivement, en tant que défenseur des enfants, je reçois des réclamations des enfants, de leurs parents, des membres de leur famille. Et la moitié de ces réclamations concernent des enfants qui sont dans des situations de conflits importants à l'occasion de la séparation de leurs parents. C'est quand même un phénomène de société puisque il y a de plus en plus de séparations. Il y a de plus en plus de séparations et donc les enfants peuvent vivre plusieurs formes de configuration familiale durant leur enfance et leur adolescence. En quelques mots, quelles sont les situations les plus difficiles auxquelles ils peuvent être confrontés ? Alors les plus difficiles, ce sont les situations dans lesquelles l'un des parents, après la séparation, ne veut pas que l'enfant puisse continuer à avoir des liens avec son autre parent. Ça veut dire que ça va être les ennuis au moment des droits de visite et d'hébergement. Ça veut dire que l'un des parents va refuser complètement de présenter l'enfant. Et là, c'est un délit de non-représentation qui peut être puni de 1 an de prison. Même si c'est rarement appliqué, c'est possible. La peine peut être prononcée. Malheureusement, c'est rarement appliqué, vous voulez dire ou pas ? Non, parce que je pense que justement, c'est pas aider et protéger l'enfant que de mettre l'un de ses parents en prison. Par contre, il y a des parents qui arrivent à mettre une emprise sur l'enfant jusqu'à ce que l'enfant donc entre en guerre avec le parent contre l'autre parent et des enfants, malgré eux, disent des choses terribles sur le deuxième parent. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. Et là, l'enfant est vraiment en danger. Et là, je crois que personne ne sait vraiment jusqu'à
présent, à ce jour, trouvé des solutions positives pour l'enfant. Ça me permet d'intervenir sur le syndrome d'aliénation parentale. Évidemment, Isabelle Aubry, vous êtes des bonds de 15 mètres, excusez-moi, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui a été Qu'est-ce qui n'existe pas? Le syndrome d'aliénation parentale qui n'est pas reconnu scientifiquement et qui fait sa voix en France depuis une quinzaine d'années par les associations de pères pour discréditer le parent qui va protéger un enfant d'un abus sexuel. Ça a été inventé par Richard Garner, un psychiatre un peu fou qui s'est suicidé. Et puis, alors, ça s'insère maintenant dans le tissu social, chez les travailleurs sociaux, et ça discrédite complètement le parent qui veut protéger son enfant. Alors, quand on se sépare... Alors là, vous voulez dire, attendez, là, vous parlez d'inceste uniquement? Non, généralement, oui, généralement. Parce que là Dominique Versini parlait des cas de divorce difficiles. Le SAP, c'est toujours l'inceste. Le SAP. Alors peut-être que je pourrais. Donc là vous êtes dans la terminologie, là, toutes les deux. Oui, là, non. En fait, c'est vrai que certains... C'est très controversé, le SAP, et je ne comprends pas que, sans études scientifiques, vous en parliez dans votre rapport. Franchement, là, ça me fait, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais j'ai moi-même. Alors attendez, parce que mesdames, on va pas rentrer dans un débat sur ce que signifie profondément. Mais c'est grave, c'est très grave qu'aux plus hautes instances de l'État, parce que Madame est quand même défenseur des enfants, le SAP nuit aux enfants. Syndrome d'aliénation parentale, qu'on comprenne bien pour nous. Non, mais vous ne m'avez pas laissé terminer. Peut-être que je pourrais Alors, j'ai lu votre rapport. Isabelle Aubry, pardon, parce que c'est pas du tout un débat sur ce sujet-là. On attend les appels des auditeurs au 01 42 32 14 14. Dites un mot pour conclure, Dominique Versini, et puis après on avance. Donc il me semble que pour protéger les enfants, et c'est ce que je proposais au président de la République, c'est que l'on puisse aider les parents à l'occasion des séparations conflictuelles à pouvoir trouver des solutions pour leur enfant, mettre en place des accords sur tous les points qui posent problème, que sont la résidence, la pension alimentaire, etc. C'est pour ça que Et l'inceste, vous n'en parlez pas, jamais de l'inceste. Jamais. Mais madame, l'inceste, c'était pas le sujet du rapport, je crois. Fait pas partie de partie de ce qu'on appelle l'autorité parentale conjointe. Quand les parents se séparent et qu'il y a conflit, excusez-moi de rentrer là-dedans. L'enfant qui parle de l'inceste quand il est avec son parent protecteur. Écoutez, c'est là qu'il révèle en fait. Madame, je crois que les conflits arrivent. Non mais attendez, parce que Isabelle Aubry, on va en parler avec vous parce que vous êtes là pour ça. Dominique Versini n'est pas là pour parler de l'inceste. Voilà, je crois qu'on peut pas mélanger tous les sujets. Je respecte profondément le combat que vous menez et votre histoire personnelle. On peut pas écrire n'importe quoi non plus, Madame Versini. Et votre histoire personnelle, Madame, je n'ai pas écrit n'importe quoi. Mon rapport est basé sur la séparation parentale. Il explique ce que dit le droit civil, il explique comment se situe, et il explique surtout ce qu'est la coparentalité et l'autorité parentale conjointe. Et je dis que les parents doivent se mettre d'accord sur ce qui fait l'objet de l'autorité parentale conjointe, c'est-à-dire où l'enfant va habiter, quelle va être la pension alimentaire, dans quelle école il va aller, etc. C'est ce qu'on appelle l'autorité parentale conjointe. Dominique Versini, merci, vous restez avec nous bien sûr. Isabelle Aubry, on va vous donner la parole. Je rappelle que c'est pas un débat, qu'on est là pour répondre aux questions des auditeurs au 01 42 32 14 14. Vous êtes présidente fondatrice d'une association où votre combat, c'est les violences sexuelles, l'inceste que subissent malheureusement certains enfants et adolescents. Comment font-ils la démarche de venir vers vous? Les enfants ou les parents? Comment ça se passe? Par Internet, en général. Mais nous ne faisons pas d'aide directe aux victimes. Non, je sais bien, mais sauf que... Nous ne substituons pas au pouvoir public. Non, mais vous-même qui avez été victime, ce que vous racontez dans le témoignage, dans votre livre dont je parlais tout à l'heure, j'imagine que pas mal de gens, en plus vous êtes présidente d'une association, viennent vers vous pour avoir des conseils, pour... Absolument, oui. Donc comment vous êtes en contact avec ces familles qui vivent ce drame? Par Internet. Par Internet, quand il y a 8 ans, j'ai créé l'association. En fait, j'ai cherché de l'aide pour moi, et il n'y avait rien sur Internet, pas une ligne pour trouver de l'aide. J'ai considéré que dans un des pays les plus riches du monde, c'était inadmissible. Donc, j'ai créé un site pour recenser les adresses d'aide, et là, des centaines, des milliers de victimes sont venues, et on a créé l'association. Qu'est-ce que vous conseillez aux familles, aux enfants, aux adolescents qui peut-être nous écoutent dans Europe 1 Soir, aux parents qui font face à cette situation extrêmement grave et douloureuse? Alors, de contacter le 119,
s'il s'agit d'un enfant qui est en danger, pour le signaler, ou pour les adultes l'INAVEM, qui regroupe 160 associations sur le territoire français qui sont à même d'accompagner psychologiquement ou juridiquement les victimes. Dominique Versini, alors là voilà, je me tourne vers vous pour vous poser la question à vous sur ce sujet délicat de l'inceste qui ne fait pas partie de votre rapport remis aujourd'hui au président de la République, mais qui est un sujet que vous connaissez aussi puisque en tant que défenseur des enfants, on a des chiffres sur l'inceste. Enfin, moi personnellement, je ne connais pas de chiffres. Ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a, c'est un sujet très difficile à aborder par les différentes institutions, et que à l'occasion des séparations parentales conflictuelles, on constate aussi qu'il y a souvent des allégations mensongères qui peuvent être faites et qui peuvent porter extrêmement atteinte à l'équilibre d'une famille. Souvent, ça le ministère de la Justice a fait une étude là-dessus, si je peux vous aider. Oui. En 2002, 7 allégations mensongères pour 1000. Et quant aux chiffres, les derniers... Pour 1000 divorces ou 1000 séparations pour 1000 affaires judiciaires. Ah oui, non, mais là on n'est pas là-dedans. Là, on est dans le. Et pour les derniers chiffres qu'on possède, ils viennent de l'OMS. Donc c'est 29% des garçons et 36% des filles sont victimes de violences sexuelles avant 18 ans. Alors ce que disait Dominique Versini, c'est que dans les cas de séparation difficile, parfois les enfants mentent pour se mettre d'un côté, c'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre. Certains adultes peuvent aussi manipuler leur enfant et eux aussi porter des accusations contre l'autre parent pour s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'on est parfois dans certaines séparations parentales. Je parle de séparation parentale où vraiment les gens veulent absolument se débarrasser de l'autre parent. Ça arrive. Alors certains, peut-être à tort, ont appelé ça le syndrome d'aliénation parentale, mais ça a l'avantage qu'on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un enfant fait l'objet d'une emprise par un parent qui petit à petit l'amène à considérer à adhérer à ce que lui ressent de son ex-conjoint. Et ça, je trouve que c'est assez grave. Et c'est pour ça que je pense que là, il y a besoin effectivement de grands professionnels dans ces situations très très conflictuelles pour aider les parents à s'en sortir. Dominique Versini, Isabelle Aubry restaient avec nous. 01 42 32 14 14. On marque une pause et on prend vos appels. On attend vos témoignages juste après. À tout de suite. Europe 1 Soir revient dans un instant. La question d'Europe 1 Soir. Versini. Je rappelle qu'avec Dominique Versini, défenseur des enfants, qui a remis aujourd'hui un rapport des recommandations au président de la République, on parle des enfants victimes des séparations conflictuelles de leurs parents, et qu'avec Isabelle Aubry, on parle d'inceste. Voilà, ce sont deux sujets différents, mais peut-être complémentaires. Si vous rencontrez des difficultés dans vos propres familles, 01 42 32 14 14. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous êtes en direct dans Europe 1 Soir, on vous écoute. Non, je souhaite intervenir et témoigner en fait de la souffrance de mon fils. J'ai une séparation qui date depuis 1 an avec effectivement une séparation conflictuelle, avec une séparation de mon fils qui a duré 6 mois et qui a des conséquences énormes. À l'heure actuelle, et depuis cette rencontre entre guillemets, mon fils évoque tant au travers de rencontres dans des espaces de médiation. Enfin, c'est ce que ça génère tout ça, ce genre de conflit. Et je comprends la justice du reste. Mais mon fils évoque des maltraitances. Vous voulez dire que votre fils, Laurent, au moment de la séparation avec sa maman, vous a accusé de maltraitance, c'est ça? Ah non. Ah, moi, d'accord. j'ai été séparé de mon fils et mon fils a été séparé de moi pendant... justement, la maman a subtilisé l'enfant. Alors, qui a accusé qui de maltraitance? Pardon, j'ai pas compris. Justement, pour une personne malveillante, a endoctriné l'enfant. C'est-à-dire a fait percevoir à mon fils une vision faussée de ma personnalité. Et mon fils a senti, même à 5 ans, puisqu'il a, il a pas 5 ans, mais à cette époque il avait 5 ans, bientôt 6. Maintenant, il voit bien qu'en fait, il perçoit bien, il discerne bien. Enfin, moi j'ai le sentiment qu'il discerne bien la réalité de comment dirais-je, de la supercherie dont il a été victime. Et où en sont... Et parallèlement à ça, il est justement dans sa situation actuelle, c'est-à-dire avec sa maman, puisque c'est la maman qui en a eu la garde, victime de maltraitance des gens chez qui il est hébergé. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que la maman n'a pas de logement, c'est-à-dire m'a quitté, n'a pas de logement, même si elle a un emploi, malheureusement, on est en région parisienne, donc la situation du logement est difficile. Cela étant, elle est donc hébergée chez l'une de ses sœurs, et l'hébergeant, c'est-à-dire la personne qui vit avec sa sœur, se permet de le frapper. Mais moi, au vu de la situation psychologique de mon fils, alors que c'est des faits qui me sont évoqués depuis un bon moment, autant dans mes rencontres en espace de médiation qui remontent au début de l'année, donc vous voyez, c'est quand même, même si c'est frais, c'est quand même récent. C'est-à-dire mon fils me disait dans les espaces de médiation, mais on me frappe là-bas. Alors on me frappe, moi à mon sens, il y a quand même, vous voyez ce que je veux dire, on peut, ça peut être une fessée, mais bon, ça peut être d'autres coups. Mais j'ai hésité en fait à saisir la justice, et j'en ai parlé autour de moi, mais l'écoute n'est pas la même selon qu'on soit la maman ou qu'on soit le papa en France, faut faire aussi la part des choses. Laurent, la défenseur des enfants, Dominique Versini, qui vous écoute attentivement, peut-être une réaction, madame, sur ce témoignage. Mais écoutez, je crois que effectivement, peut-être que est-ce que vous avez pu éventuellement demander que l'enfant puisse rencontrer un psychologue pour en parler, parce que oui. Ouais, c'est vraiment tout frais, c'est de la journée en fait. Ah oui, très bien. Mais écoutez, et alors donc ça va pouvoir se faire ? Ça va pouvoir se faire ? Oui, ça va pouvoir se faire. Ça va pouvoir se faire dans le courant décembre. Parce qu'effectivement, le psychologue va pouvoir ainsi former à entendre la parole de l'enfant, va pouvoir décrypter ce qui, dans sa parole, mérite donc d'être signalé à la justice, ou mérite de mettre en place une protection de l'enfance particulière, soit par une mesure éducative, soit effectivement. Ce qui est le cas, enfin pour le cas de mon fils, tout du moins, ce qui est le cas au niveau scolaire. J'ai la chance. Dans le cadre de l'autorité conjointe, d'avoir accès donc à sa scolarité dans d'excellentes conditions du reste, puisque pour information, aujourd'hui ils sont pas en grève, donc moi j'ai pas eu de soucis alors que j'avais mon fils le mercredi, donc de pouvoir déposer mon fils à l'école aujourd'hui, même si c'est à 30 km, j'ai réussi à le déposer, donc j'ai une écoute et un suivi effectivement psychologique de la part de l'école. À mon sens, il le faut également à l'extérieur, parce que Laurent, ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous laissiez entendre plus tôt, c'est que souvent dans ces cas-là, la maman de l'enfant est favorisée, c'est-à-dire qu'on a plus tendance à aller de son côté ou à la croire elle plutôt que le père, c'est ça ? Ouais, enfin moi je sais pas, je vous demande par rapport à ce que vous avez dit. Fondamentalement, je ressens les choses je suis un papa, donc je ressens les choses de cette façon-là. Mais le papa et la maman, c'est on parle de l'enfant. Est-ce que le mieux, c'est nécessairement pour un enfant de 6 ans, objectivement, je suis le papa, d'être dans la vie, c'est pour le papa, a fortiori pour un enfant qu'on sent maltraité. Imaginez ma position. Mais en fait, là, vous avez l'autorité. Je reçois mon fils, et mon fils me dit non pas bonjour papa, mais je me suis encore fait prendre une fessée avant-hier. Attendez, Laurent, Dominique Versini vous répond. Donc en fait, vous avez l'autorité parentale conjointe et l'enfant à la résidence avec sa maman, chez sa maman qui est donc hébergée chez des amis, c'est ça ? Vous avez bien compris. En fait, ce qui est important, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire de maintenir ce lien avec l'enfant, puisque l'enfant, lui, a besoin d'avoir un lien avec vous deux, et de pouvoir continuer à avoir autant son papa et sa maman. C'est d'ailleurs le sens de l'autorité parentale conjointe, c'est que même séparés, les deux parents doivent prendre les décisions ensemble. C'est pour ça que votre investissement dans le milieu scolaire est important, et je trouve que c'est important que l'école vous respecte justement et vous permette d'être informé et de suivre l'enfant. Merci beaucoup Laurent pour votre témoignage, en tout cas d'après Dominique Versini. Vous êtes manifestement sur la bonne voie. Courage. Merci beaucoup. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous nous appelez au 01 42 32 14 14. Vous nous appelez de Rueil-Malmaison. Tout à fait. Allez-y, on vous écoute. En fait, c'était un petit témoignage comme ça que je voulais apporter également. Les séparations, en effet, je pense qu'on est beaucoup de parents et mamans et papas concernés par les séparations de nos jours. Donc c'est vrai qu'on le vit, on le vit intensément. Nous, pour parler de notre cas, on est d'une famille recomposée. Donc moi, divorcée avec deux petites filles, et puis mon ami divorcé avec une grande fille. Jusqu'à maintenant, on vivait donc sans la grande fille, et puis
qui vivait chez sa maman à 400 km. Donc là, évidemment, ça emphase un petit peu les problématiques. Oui, c'est ça, parce qu'il y a l'éloignement géographique aussi. Exactement, l'éloignement. Et puis bon, qui a été, c'est la maman qui est partie avec la petite fille. Donc bon, là, avec un petit peu un papa qui a subi et puis qui c'est pas un choix, donc qui a gardé au maximum le lien et faire les 400 km tous les week-ends pour aller voir sa fille. Et puis à un moment donné, c'est vrai que la situation est plus difficile. Donc une enfant qui avait l'image du papa qu'à travers le prisme de la maman et qui avait du mal à quand même connecter l'image de son papa. Bon, elle est venue plus souvent lorsque on est devenu famille recomposée et puis a reconnu une famille, a vu un petit peu comment ça se passait, a essayé de recoller l'image du papa et s'est dit tiens, en fait c'est quelqu'un qui est peut-être différent de ce que me dit maman. Mais là ça se fait pas comme le monsieur juste avant, une enfant de 6 ans, mais elle est grande, elle a 15 ans maintenant. Caroline, je voudrais qu'on interroge encore une fois Dominique Versini au travers de votre témoignage. C'est compliqué pour les enfants de la famille recomposée. Oui, c'est compliqué. C'est vrai qu'au début, les enfants... Parce que c'est la deuxième phase, c'est après le divorce en général. C'est la deuxième phase et les enfants, on s'aperçoit, ont un temps d'adaptation, puis ils créent du lien affectif. Et en fait, ce lien affectif devient important. C'est pour ça que moi, dans mon rapport, je propose aussi que l'on puisse maintenir pour l'enfant le droit à voir ses deux parents, mais aussi quand par malchance, la famille recomposée éventuellement se resépare, parce que ça peut arriver dans un certain nombre de cas, que ce lien qui se crée avec un beau-père, une belle-mère et les demi-frères et sœurs puisse se poursuivre. Merci beaucoup Caroline pour votre appel et pour votre témoignage. Je me tourne vers vous Isabelle Aubry. L'inceste dont vous avez été victime, vous êtes présidente d'une association, vous témoignez dans un livre. Ça, peut-être plus que toute autre chose, évidemment, ça fait exploser la cellule familiale. Apportez-nous votre témoignage. Comment ça se passe pour vous? Ça s'est passé pour vous? Comment ça se passe dans d'autres familles que vous avez pu connaître ou observer? Quelle est la place de la maman dans ces cas-là? La mienne n'a rien vu. Donc, et vous ne lui avez rien dit? Mon père a obtenu ma garde très facilement, et donc là, il m'a violée, prostituée. Jusqu'au jour où, à 14 ans, je suis partie, j'ai demandé le refuge chez ma mère, et où ma voisine, qui savait que j'allais très mal et que j'étais victime, c'était la seule personne au courant. Et là, j'ai envie de dire, on est tous concernés, on a tous à en parler. La voisine n'avait pas parlé non plus? Non, je lui avais demandé le silence parce que mon père m'aurait tué sinon. Et bien à ce moment-là, quand j'étais en sécurité, elle a parlé. Et elle a prévenu ma mère, donc j'ai porté plainte. Quelle a été la réaction de votre mère à ce moment-là? Au début, elle a pas cru, et puis... Faut rappeler que ça a commencé, vous aviez 6 ans, c'est le titre de votre témoignage. Voilà, mais au début, elle a pas cru, et puis bon, comme c'était un tiers et un adulte qui lui en parlait, elle a fini par le croire et m'emmener au commissariat, voilà. C'est la peur qui vous a empêché de parler pendant des années? Absolument pas. Enfin, pour moi, c'était ancré. Je me posais même pas la question. De toute façon, mon père me manipulait de manière à ce que je ne parle pas. Il faut pas parler parce que ta mère va m'envoyer en prison. Enfin bon, des menaces dans tout genre, de toute façon. Et puis surtout, comment dire, je n'avais pas conscience de ce qui se passait. Voilà. Donc c'est vraiment quand j'ai pris conscience que j'ai décidé de partir, et surtout la seule chose qui m'animait, c'était de sortir des griffes de mon père. Pas de parler. J'aurais jamais parlé si ma voisine n'avait rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé après pour votre père? Il a été condamné. Il a été condamné, puis voilà, ça a été correctionnalisé alors qu'il y avait des preuves, des aveux, et ça, je voudrais le dénoncer parce que c'est gravissime, la correctionnalisation. C'est-à-dire, soyez plus précise. En fait, un viol est un viol, mais en France, souvent... Il n'a pas été jugé par une cour d'assises, c'est ça? Voilà, il a été jugé en correctionnel en 1 heure, et il a pris beaucoup moins que ce qu'il aurait dû prendre. Combien d'années? Il a pris 6 ans. 6 ans, il en a fait 4. C'est Dominique Versini. Ça, c'est aussi une question très très particulière. C'est normal, ça, comme dit Isabelle Aubry. Finalement, ça a été correctionnalisé et son père a échappé à la cour d'assises. Écoutez, là, je peux pas répondre sur une affaire. Je peux pas répondre sur ce qu'a fait la justice ou ce qu'a pas fait la justice. Aussi de la protection des enfants après coup. Ce qui me paraît important, c'est surtout qu'on puisse donner aux enfants les moyens de pouvoir parler, de pouvoir être en confiance avec des adultes, de pouvoir appeler. C'est vrai qu'il y a le 119, qui est un numéro où les enfants peuvent appeler. D'ailleurs, certains le font.
C'est pas le cas aujourd'hui quand vous dites faut donner les moyens. Vous pensez qu'aujourd'hui pour les enfants victimes d'inceste, les moyens de protection ne sont pas réunis par les pouvoirs publics? Je pense que il faut arriver à. Je pense que les enfants connaissent bien le 119 quand même. C'est un numéro en général qu'ils connaissent. Et je pense effectivement qu'il faut expliquer au fur et à mesure de l'âge de l'enfant, avec des mots qu'il peut comprendre, les situations qu'il ne doit pas vivre, qu'il n'a pas le droit de vivre, c'est-à-dire la violence. Moi, j'en parle souvent quand j'ai des débats avec des enfants, même assez jeunes, sur les violences. Ils sont, je pense, certains en parlent, d'autres en parlent pas. C'est assez difficile. Encore un appel au 01 42 32 14 14. C'est Josette qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Josette. Bonsoir. On vous écoute. Ben voilà, moi j'ai envie de témoigner, j'entends tout ce que vous êtes en train de dire et je suis très sensible à tout ça. Moi je voudrais vous parler un petit peu de ma solitude face à la justice notamment et à ce qui se passe en ce moment en France. Moi je suis séparée avec le père de mes enfants depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans. J'ai essayé de maintenir le lien de mes enfants avec lui au maximum, mais ça a été très difficile. Ça s'est arrêté, ça a repris. Enfin bon, ça a été très compliqué. Et là, depuis 9 mois maintenant, mes enfants ne voient plus leur père et il n'a jamais payé de pension alimentaire. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé un chèque de 40 € il y a 1 an et demi en faisant une espèce de petite blague sur son chèque et point. Donc moi j'ai entamé une procédure de séparation pour que la résidence et la pension alimentaire soient fixées. Je suis censée toucher 300 € de pension alimentaire, bien sûr que ce n'est pas. Et comme rien n'arrivait, l'huissier une procédure d'huissier a été déclenchée sans succès, c'est-à-dire qu'en fait j'ai payé à un huissier 600 € et il n'a rien pu prélever sur le compte de cet homme-là, parce qu'il manipule tous ses revenus. Il a une société de plomberie dans la ville, il travaille sans arrêt, je le rencontre, je vois sa voiture sans arrêt déambuler devant mes yeux, et il ne touche rien, il ne gagne rien bien sûr, c'est bien connu que les plombiers sont des gens qui souffrent en général énormément, et donc la vie se déroule comme ça, et il ne se passe rien. Voilà, et ce qu'il faut retenir de votre témoignage, Josette, c'est que ce que vous disiez, vos 2 enfants ne voient plus leur père. Voilà, donc ça c'est des situations. Merci de votre appel en tout cas et de votre témoignage. Des situations qu'on évoquait tout à l'heure avec Dominique Versini. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Isabelle Aubry, merci pour votre témoignage. À vous aussi. Le débat d'Europe 1 Soir. Avec une question, pourquoi les Français sont-ils fâchés avec l'économie? Le constat dressé notamment par un sondage LH2 est accablant, avec une majorité de personnes interrogées qui se montrent ignorantes du fonctionnement des entreprises, qui confondent par exemple le chiffre d'affaires d'une société avec ses bénéfices. Est-ce la faute des programmes scolaires, des profs, des médias, du monde économique lui-même qui communique mal, ou d'une idéologie dominante qui a longtemps ignoré la mondialisation, ou qui nous a fait croire qu'elle ne changerait rien à notre façon de vivre? Voilà, résumé quelques questions du débat de ce soir qu'on a entamé à 18h avec Luc Évrard et qu'on poursuit à présent avec Jean-Pierre Boisivon, membre du Cercle des économistes, professeur à Paris 2, c'est bien ça, bonsoir. Oui, et du Cercle de l'entreprise. Et du Cercle de l'entreprise, merci. Avec Sandra Moati, rédactrice en chef adjointe du mensuel Alternatives économiques, bonsoir. Avec Axel de Tarlet, éditorialiste à Europe 1, bonsoir. Et que vous pouvez entendre chaque matin à 7h20 et avec vos appels au 01 42 32 14 14. D'abord avec vous Jean-Pierre Boisivon, puisque vous avez été en quelque sorte associé, ou en tout cas l'organisateur de cette enquête. Voilà. Ce n'est pas enquête LH2, hein. Voilà, ça n'est pas, faut même bien dire ce que ça n'est pas déjà. Ça n'est pas une enquête d'opinion ou une étude d'image. C'est un questionnaire. On sait très bien, c'est un test de connaissance. Ouais. D'accord ? Bon, donc on essayait, à travers 26 questions, de mesurer ce que les Français savaient ou ne savaient pas. Je dis les Français parce que c'est 1000 personnes de plus de 18 ans avec les méthodes habituelles. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que ce n'est pas un test de connaissance sur l'économie, encore bien évidemment que l'économie en fait un peu partie, mais sur l'entreprise. Et la plupart des questions, c'est quand même le fonctionnement de l'entreprise, le social, par exemple, qu'est-ce que le comité d'entreprise, son rôle, etc. Donc si vous voulez, test de connaissance
sur l'entreprise et non pas enquête d'opinion sur l'image de l'entreprise ou sur l'économie de marché. Résultat pas brillant, hein, on l'a dit, avec beaucoup de Français qui sont montrés ignorants. 2 tiers, 67% ignorent que les PDG des entreprises du CAC 40 sont élus par les actionnaires. 1 tiers, 32%, je le disais, qui confondent le chiffre d'affaires avec les bénéfices. Et c'est une enquête, un test de connaissance qu'on a voulu relier à un autre sondage, TNS Sofres, celui-là, pour le CODIS, le Conseil pour la diffusion de la culture économique, qui dit que 3/4 des Français, 73%, jugent que l'information économique qui leur est délivrée, donc, n'est ni accessible, ni compréhensible. Ils s'estiment notamment mal informés sur les changements qui se produisent dans la vie économique française, idem pour la crise financière, l'intervention de l'État et la situation des banques. Alors là, je voudrais faire un premier tour de table avec vous. Axel de Tarlet, d'abord. C'est vrai que c'est dur pour les médias, puisqu'ils s'estiment mal informés. Ça veut dire que nous, qui sommes censés qui faisons les informations, on fait mal notre boulot. Encore que, en radio, je trouve qu'il y a des chroniques économiques à la radio, ce qu'il n'y a pas forcément à la télé. Justement, la radio fait quand même un effort parmi les médias. Mais enfin, finalement, on fait peut-être mal notre boulot. Peut-être parce que on veut faire trop popu. Vous savez, à chaque fois, on dit, oh, c'est compliqué, on va faire un micro-trottoir. Quand on parle de banque, on va plutôt faire conso. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire avec votre livret A? Peut-être il y a cette peur de vouloir expliquer les choses compliquées, mais de façon concrète et simple. C'est peut-être par là, c'est peut-être l'erreur qu'on fait. Je me souviens, il y a quelques semaines, ici même, Denis Muset, le patron de l'Institut Médiascopie, qui consulte les Français, des échantillons chaque semaine. On était en pleine crise financière, c'était le début, et il nous disait, les gens que je rencontre ne comprennent rien. Ils confondent les milliards, les millions, les choses comme ça, tout ça valsait, et il y avait un effort de pédagogie qui, peut-être depuis, a été fait, mais en tout cas qui était absolument nécessaire. Un mot et votre avis d'abord, Sandra Moatti, du mensuel Alternative économique. Écoutez, moi je trouve que c'est assez normal que les gens disent qu'ils n'y comprennent rien, puisque il n'y a pas grand monde qui comprend quelque chose malgré tout dans cette crise. On a vu que les banquiers eux-mêmes, ils y comprenaient pas grand-chose. Même les banquiers centraux, ils avaient du mal à s'y retrouver. Donc le fait que les Français avouent leur ignorance, c'est plutôt un signe de santé mentale, je trouve, et d'humilité normale. Le fait qu'ils s'y intéressent, qu'il y a une véritable appétence pour une information économique de qualité. Ça vous fait plaisir? Ça nous fait plaisir, et je dois dire que nous, notre objectif d'un journal depuis 25 ans, c'est justement d'essayer d'expliquer des problèmes compliqués en ne cachant pas la complexité des problèmes de manière accessible. Donc voilà, ça nous satisfait tout à fait. Voilà, quelques questions pour les auditeurs d'Europe 1. Trouvez-vous que montre qu'on y réussit à peu près. Trouvez-vous que les médias font correctement leur boulot? Pensez-vous avoir été suffisamment formés, éduqués à l'école, au collège, au lycée, que les profs ont bien fait leur boulot et que les programmes scolaires sont bien adaptés? C'est une série de problèmes qu'on va voir dans un instant. Europe 1 Soir revient dans un instant. Le débat d'Europe 1 Soir. À 19h30, les Français sont-ils vraiment fâchés avec l'économie? Et pour quelles raisons? Vos appels, vos questions au 01 42 32 14 14. Sandrine nous appelle de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Oui, bonsoir, et bonsoir à vos invités. Donc je voulais juste une petite expérience personnelle. Je suis la maman d'une jeune fille de 15 ans qui est en première économique et sociale, donc l'économie est sa matière principale. Et lorsque il y a eu donc énormément de battage par rapport à la crise financière, ils ont donc l'ensemble de la classe a demandé à leur professeur de bien vouloir leur expliquer ce qui se passait, et leur professeur leur a répondu c'est pas au programme. Voilà. Mais oui, forcément, ce sera dans les livres dans 20 ans. Oui. C'est ce que j'ai eu envie d'aller la voir et de lui dire que c'est au programme de personne. Et c'est bien dommage. Donc je suis d'accord avec ce que disait l'un de vos invités tout à l'heure. Il y a eu de très bonnes émissions sur Europe 1, entre autres. Merci, madame. Un peu cette crise. Non, j'écoute et je suis assez novice, mais j'ai quand même compris certaines choses. J'ai donc pu lui expliquer. On a fait aussi appel à la presse écrite. On a pu quand même un peu débrouiller, mais c'est vraiment regrettable. C'était l'occasion pour ce professeur justement de faire appel à des notions d'économie, de keynésianisme, de libéralisme, enfin d'expliquer justement et puis ça n'a pas été fait et c'est lamentable. Alors je dis pas que c'est le cas de l'enseignement en règle générale ni des professeurs en règle générale, mais là pour le coup oui, il y a eu quand même un manquement. Merci pour ce témoignage, Sandrine. Merci pour votre appel. Sandra Moatti, est-ce que la crise actuelle, c'est le bon moment pour faire de la pédagogie sur le fonctionnement de l'économie et de nos entreprises?
Ah oui, je pense que c'est absolument un excellent moment, hein. Et je trouve que c'est très regrettable que cette dame et une fille qui soit tombée sur un enseignant comme ça. Je crois que heureusement, la majorité des enseignants font quand même très bien leur travail et profitent de ce type d'événement où l'économie et la finance sont vraiment au cœur de l'actualité pour faire un effort pédagogique particulier. Malheureusement, personne n'est parfait, hein, ni parmi les profs d'éco, ni comme dans tout le reste, toutes les autres catégories de la société, et c'est tout à fait regrettable. Mais évidemment, c'est un moment absolument crucial, et c'est effectivement compliqué. Mais je pense que dans la presse écrite notamment, il y a vraiment des outils pour faire un travail pédagogique. Jean-Pierre Boisillon. Oui, quand même, il faut pas être trop sévère pour ce professeur. D'avoir la jeune fille en question a eu la chance d'avoir Sandrine pour mère, parce qu'elle était capable de lui expliquer. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire, à commencer par moi. Et c'est peut-être un souci de perfectionnisme aussi. Un professeur qui se sent pas parfaitement à l'aise pour expliquer des choses quand même très difficiles, il a peut-être ce réflexe, évidemment, on voit bien que c'est pas ça qu'il faut faire. Il a peut-être ce réflexe aussi de se décharger en disant c'est pas au programme, voilà. Bon, mais quand même sur le fond et sur une plus longue période, est-ce que on n'a pas pris un peu de retard sur l'enseignement économique dans le secondaire, notamment Jean-Pierre Boisillon en France? Non, je ne pense pas. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de... Nous avons aujourd'hui 200 000 jeunes par classe d'âge. C'est-à-dire en gros 25% d'une génération dont l'enseignement principal au lycée est soit l'économie et les sciences sociales, ce sont les élèves dans la filière ES, soit l'économie et la gestion, ce sont ceux qui sont dans le bac technologique. Bon alors, est-ce que les programmes sont bien faits? Ce qui moi m'a beaucoup interpellé quand j'ai regardé les résultats de notre enquête de connaissance de l'entreprise, et il y a des différences bien évidemment, donc on essaye de voir où se situent les différences. Eh bien, on avait posé la question, si vous avez le bac, de quel bac s'agit-il? Eh bien, les titulaires du bac ES et du bac technologique économique, ils sont pas plus calés que les autres, ne sont pas meilleurs que les autres. Il y a quand même là une vraie question. Axel de Tarlet. Oui, alors vous dites aujourd'hui les élèves font de l'économie, il y en a 200 000, vous citez ce chiffre, mais alors c'est quand même une amélioration parce que c'est le président de la Bourse de Paris qui avait l'habitude de rapporter cette anecdote, Monsieur Théodore, et qui disait rendez-vous compte qu'un élève normalement constitué qui arrive au bac, il n'a entendu qu'une seule fois le mot bourse tout au long de sa scolarité. C'est à l'occasion du krach de 29. On lui explique que ce krach du 29 a amené Hitler au pouvoir, puis la Seconde Guerre mondiale. Donc, il dit, mettez-vous à la place d'un étudiant normal qui sort de l'école. 18 ans, il a le bac, et pour lui, la bourse, c'est quelque chose, d'abord, il sait à peine ce que c'est, mais il sait que ça apporte le nazisme et la guerre. Vous rigolez, on entend parler du CAC 40 à la fin de chaque journal télévisé. Oui, mais donc je parlais de l'école. D'ailleurs, dans l'enquête que nous avons faite, les Français les gens connaissent très bien le CAC 40. Et moi, je suis effectivement frappée, comme vous le disiez tout à l'heure, des résultats tout à fait honorables, je trouve, de cette enquête. Ah oui? Il y a 80% des Français, 84% des Français qui sont capables de citer exactement quel est le taux de la TVA. Oui. Ça, il la paye. Mais absolument, il la paye. Non, mais attendez, moi, j'aimerais bien, de temps en temps, ça serait quand même assez amusant de retourner le questionnaire, et on s'amusera pas ce soir, mais de poser la question à des journalistes économiques ou à des personnalités imminentes, de leur retourner le test en leur demandant combien coûte un poulet de base chez Carrefour. On voit quand même qu'il y a une culture aussi économique assez hallucinante chez nos élites. Il y avait un ministre du budget il y a pas si longtemps, et je ne citerai pas son nom par charité, qui considérait que quand on gagnait 4 000 €, faisait partie des classes moyennes. C'était lors de la dernière présidentielle, lors du débat. Le 4 000 €, on fait partie des 15 Français les plus riches. Enfin, je pense quand même, Jean-Pierre Boisillon. Quand on regarde les résultats très en détail, alors comme c'est moi le promoteur de cette affaire, donc je l'ai fait, les Français répondent bien à des questions qui sont relatives à deux grands domaines. Soit les questions qui sont traitées dans les médias. Ils sont capables de répondre à des questions très difficiles. Par exemple, sur les conditions pour deux grandes entreprises pour fusionner. Ils savent, à moitié d'entre eux, qu'il faut avoir l'autorisation de la Commission de la concurrence de Bruxelles. Vraiment extraordinaire. C'est incroyable. Ou bien les questions qui touchent vraiment à la proximité, à la vie quotidienne. Le taux de la TVA, le rôle social du comité d'entreprise, le seuil pour créer un comité d'entreprise. En revanche, sur des notions basiques, on a quand même des réponses qui sont très éloignées de la réalité. Écoutez, moi j'ai pas l'intégralité du sondage, mais je regarde les questions qui ont été relevées dans les Échos comme manifestant vraiment l'inculture des Français.
il y en a un certain nombre. Comment sont nommés les PDG du CAC 40 ? Il y a 67% des Français qui le savent pas. Mais enfin, en même temps, ils font pas partie d'un conseil d'administration. Pour la plupart, ils le savent pas. C'est pas comme ça. Ils sont pas non plus PDG. Moi, ça ne me chagrine pas. Quel est le métier d'Areva ? Quel est le métier d'Areva ? Ils achètent pas une centrale nucléaire tous les matins non plus. Bon. Après, il y a des questions carrément pièges du genre. Quel est le pourcentage de salariés français en CDD ou en intérim ? Il y a évidemment que 4% des Français qui savent qu'il y en a moins de 10%. Oui. Comment leur jetterait-on la pierre ? C'est vraiment le type de la question piège, parce qu'on leur pose la question du stock, alors qu'en flux, c'est-à-dire combien il y a d'embauches qui se font en CDD ou en intérim, il y en a 80%. Alors évidemment qu'ils ont cette perception. Et alors là, évidemment, la question les Français ont une vision biaisée quand même de la réalité économique. Ils ont pas une question biaisée. On leur pose vraiment la question. Mais remarque très intéressante de Sandra Moatti, effectivement. Et on peut avoir la perception d'un monde social et d'un environnement qui souscrit qui signe beaucoup de CDD, et finalement, moi, je même pense si que dans la masse, ça ne représente que 10%. Jean-Pierre Boisivon. C'est une des leçons que je tire de ce test, c'est que ce qui est beaucoup plus intéressant, de savoir que si les gens répondent juste ou pas juste, c'est que pour beaucoup de questions, le sens et l'amplitude de l'erreur va toujours dans la même direction. Et cette direction, c'est quand même de construire une représentation franchement négative de l'entreprise. Quand vous les interrogez sur le partage de la richesse entre les salariés et les actionnaires, ils minorent fortement ce qui va aux salariés et ils majorent fortement ce qui va aux actionnaires. Sur l'emploi, etc. Donc, si vous voulez, plus que c'est vrai, c'est pas juste. Ça, c'est peut-être la faute des médias, parce que forcément, nous, quand on parle d'économie, on attend, et on le fait peut-être un peu trop d'ailleurs, on a tendance à parler de ce qui va pas. On a tendance à parler des plans sociaux dans les entreprises, évidemment. On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Donc effectivement, peut-être qu'on a une vision de un petit peu négative de la réalité économique. Oui, mais d'abord, on embauche au fil de l'eau. Et on débauche dans des plans sociaux. Donc un plan social, c'est quelque chose de massif et qui se remarque. Donc par nature, on va plus parler d'un plan social que d'une embauche. Je voudrais qu'on retourne, on va vous entendre Sandra Moatti, je voudrais qu'on retourne au standard d'Europe 1 01 42 32 14 14 avec Sophie qui nous appelle de Seine-Saint-Denis également. Bonsoir Sophie. Bonsoir, ravi de pouvoir être à l'antenne. J'essaye de temps en temps de vous appeler, et parce que j'écoute votre chronique tous les soirs en rentrant du boulot, et je voulais vous dire que c'était très intéressant. Eh bien, de merci. façon très rapide, je rebondis, Monsieur Cohen, sur la présentation des sujets de ce soir, à savoir la problématique de l'enseignement économie au niveau du lycée, et sur l'explication des problèmes économiques et financiers actuels. Pour l'avoir vécu sur les deux points. D'abord, je suis employée de banque, donc je suis quand même bien au cœur du sujet. Et pour fréquenter, ne serait-ce qu'au niveau du cercle amical ou familial, nous avons évoqué bien évidemment ces sujets assez souvent. Et ce qui ressortait de ces échanges, c'était qu'effectivement, il y avait un manque cruel d'explications faciles, concrètes, expliquer, schématiser des problématiques actuelles. Par exemple, on a beaucoup de supports, la presse économique. La presse économique, elle est généralement utilisée par, je dirais, les professionnels et je dirais généralement par les boursicoteurs, mais pas par l'ensemble du public. Ça, c'est le premier point. À la télé, rapidement, Sophie. Oui. Rapidement, Sophie. Oui. Et à la télé, les seules émissions qu'on ait pu entendre, c'était très très compliqué, très technique, donc incompréhensible de l'ensemble du public. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, moi j'ai mon fils qui a passé le bac ES il y a 1 an, et pour avoir suivi à la fois son programme et les modes de travail réalisés par ses profs d'économie, il en a eu 3 en 3 ans. Très honnêtement, ce qui manque cruellement à la formation de ces lycéens, c'est une formation ou un complément de formation par des professionnels. Les enseignants, aussi bons soient-ils, et là il y a des degrés très très variables, on le sait tous, sont des théoriciens, n'expliquent rien dans la pratique des problématiques économiques et financières, et sorti du bac, très honnêtement, qu'il a eu quand même, il est infoutu, excusez-moi du terme, d'expliquer et de comprendre ce qui se passe actuellement. Il y a une déconnexion avec le monde de l'entreprise, c'est ce que vous dites. Il devrait y avoir
dans ce genre de formation des informations par des professionnels qui sont ou par des conférences ou des séminaires ou j'en sais rien, plus des conférences d'ailleurs dans le cadre lycéen qui expliquent les phénomènes et parce que les enseignants sont incapables de le faire. Merci Sophie pour toutes ces remarques. On va y répondre dans un instant. On doit marquer une pause. Europe 1 Soir revient dans un instant. Le débat d'Europe 1 Soir. Les Français et l'économie, c'est notre débat ce soir avec Axel de Tarlet d'Europe 1, avec Sandra Moatti du mensuel Alternatives économiques et avec le professeur d'économie Jean-Pierre Boisivon. On a entendu il y a un instant une auditrice, Sophie, qui nous disait que c'était trop technique, ce qui se faisait dans les médias, à la télévision, qu'on n'expliquait pas bien. Et d'ailleurs, ça recoupe ce que dit ce sondage Sofres dont on parlait tout à l'heure. Les Français demandent plus de pédagogie aux médias. 92% d'entre eux auraient besoin d'un langage plus simple. Axel de Tarlet, vous êtes d'accord et je suis sûr que vous faites des efforts en ce sens. Mais c'est un souci permanent quand on fait un papier en économie. Bon, non seulement il faut parfaitement avoir compris ce dont on parle, mais en plus, il faut enlever tous les termes techniques. Et moi, je comprends parce que quand on n'est pas de la partie, si on a un papier où vous entendez augmentation de capital, vous entendez augmentation de capital, moi je dis lever des fonds. L'entreprise va lever des fonds. Vous voyez, on comprend mieux. Mais le problème, alors nous les journalistes, on essaye au maximum alors sans heurter aussi l'oreille des spécialistes qui vont dire bon, mais on essaye quand même de déjargonner, si on peut dire. Le problème, c'est que souvent on met à l'antenne des spécialistes aussi, des économistes qui eux jargonnent, et donc à la fin on a l'impression d'un truc très technique qui n'est pas pour les gens. Depuis des semaines, on parle de vente à découvert, d'actifs pourris, de fonds spéculatifs et même de paradis fiscaux. C'est un monde, et cette crise nous a révélé plutôt la complexité d'un ensemble financier qui est quand même assez difficile à résumer. Sandra Moatti, vous êtes d'accord? J'imagine que les mécanismes de la crise, on peut utiliser toutes les simplifications possibles, ça reste extraordinairement compliqué. Parfois, certains économistes ne s'y retrouvent pas. Bien sûr, ça reste extraordinairement compliqué, et c'est quand même très compliqué de l'exprimer en termes profanes, parce que justement, en fait, c'est des réalités dont la majorité des gens et même une grande partie des économistes n'avaient pas conscience jusqu'à cette crise. En fait, c'est une espèce de continent qui surgit, dont on se rend compte qu'il a gangréné, si je peux utiliser ce vocabulaire un peu fort, l'économie, mais qui était tout à fait inapparent. Donc, d'où l'intérêt de donner aux étudiants la culture la plus large possible, qui leur permette de se saisir des problèmes quand ils émergent. Évidemment, on peut pas tout apprendre en cours de sciences économiques et sociales, ni les notions extrêmement fines de finance, mais enfin, disons que je pense que le fait que cet enseignement existe permet ensuite aux citoyens de se saisir de ces questions. Et encore une fois, je pense que on dit toujours on manque de culture de l'entreprise dans l'enseignement de l'économie. Je sais pas si le rôle de l'enseignement de l'économie en filière générale au lycée, c'est de donner une connaissance de l'entreprise. Il me semble que c'est avant tout de donner des méthodes, de donner un esprit critique, et à ce titre, l'enseignement de l'économie qu'on critique énormément, il a quand même pour spécificité par rapport aux autres types d'enseignement au lycée de faire une large place aux études de documents, au travail en groupe, enfin toute chose finalement qui développe l'esprit de coopération des étudiants, leur esprit critique, qui seront des choses qui leur serviront dans l'entreprise plus tard. Esprit critique parce que vous considérez, j'imagine, que l'économie n'est pas une science exacte. Bien entendu. Mais il faut le rappeler encore parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est une science exacte. Jean-Pierre Boisivon, vous êtes d'accord? Oui, il y a quand même des choses plus ou moins assurées en économie. Il y a quand même des choses, des parties de l'économie qui sont quand même fondées plus strictement. Mais moi, je rebondis sur ce que dit Sandra Moatti. Je pense que là, elle parle de l'enseignement de l'économie, de spécialité, pour ceux qui suivent des filières spécialisées. Je pense qu'il y a largement place, et ça devrait être l'occasion de le faire avec la réforme des lycées, de se poser la question de savoir si en classe de seconde, notamment, il ne faudrait pas avoir un enseignement généralisé pour tout le monde, mais un enseignement sur les choses basiques. Oui, moi j'aurais été ravi qu'à l'école on m'apprenne ce que c'est qu'une action.
que c'est une partie de l'entreprise. Exactement, et que si et ne pas confondre un dividende avec... Parce que c'est que le CAC 40, moi je me souviens, quand je suis arrivé à la radio, on m'a dit, le CAC 40, je croyais que c'était une monnaie. Vous voyez, j'aurais été ravi qu'on me dise, non, c'est une moyenne des 40 plus grandes entreprises françaises. Côté à la bourse. Voilà. Chose toute bête. Et puis je dois rappeler que malgré mon jeune âge, je fais partie d'une génération qui n'a jamais eu de cours d'économie dans le secondaire. Vous voyez, c'est pas si vieux, Jean-Pierre Boisivon. Je pense aussi que ce qui se met en place aujourd'hui au collège, notamment en 3e, qui s'appelle la découverte professionnelle 3 heures, devrait aussi concerner l'ensemble des élèves qui sortent de l'école pour aller dans des entreprises, pour aller dans des administrations, pour aller dans des associations et qui découvrent le fonctionnement des institutions. C'est aussi l'un des éléments du sondage Sofres. Plus de 80% des Français pensent qu'il serait bon d'initier à l'économie tous les élèves du secondaire, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Sandra Moati, un mot. Ce qui n'est pas le cas et ce qui risque d'être encore moins le cas demain avec la réforme des lycées qui se prépare, parce que à force effectivement de critiquer l'enseignement de l'économie, et il y a certainement des progrès à faire, et je pense que les professeurs de SES sont les premiers à le reconnaître, finalement on est en train de fragiliser cet enseignement et qui risque de se trouver suivi par beaucoup moins d'étudiants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même 40% des élèves de seconde qui suivent l'initiation, l'option SES, c'est quand même pas mal, et je pense que on leur apprend vos sujets de curiosité. Et puis c'est une option qui a dites-vous gagné. en vous tournant vers Axel de Tarlé. Le standard d'Europe 1 Soir, 01 42 32 14 14. Guillaume nous appelle de Seine-Maritime. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, moi je vous appelais en fait par rapport au tout début de l'émission. Vous avez dit très très clairement que les gens comprenaient pas l'économie en gros, qu'on n'arrivait pas à comprendre, et le sondage en a été la preuve qu'on n'arrive pas à suivre. Mais je trouve qu'il y a une raison principale on nous parle toujours des conséquences de ce que ça va engendrer. On sait là ce que la crise actuelle risque d'engendrer, on sait ce que la crise des crédits hypothécaires a engendré aux États-Unis, mais on nous explique très rarement et très clairement les causes. C'est toujours les conséquences qu'on nous met, et quand on veut nous expliquer les causes, c'est jamais dit clairement. Enfin, je parle surtout au niveau des médias télé. C'est jamais dit clairement, et au final, si la personne on lui explique pas pourquoi on en arrive là, la notion on va jamais l'intégrer elle-même. Vous pensez à quoi précisément? Par exemple, au mécanisme de la crise, à ce qu'il y a au déclenchement sur la crise des crédits hypothécaires? Déjà, la crise, il suffisait qu'on regardait récemment les journaux économiques. Encore il y a 2 mois, on avait le journal des finances, pour pas le citer, qui disait la crise, ça y est, on en est sorti. Bon, oui. Aujourd'hui, il y a des choses que les économistes peuvent pas spécialement expliquer, et à un moment, on va nous dire, aujourd'hui, l'emploi précaire va être touché, aujourd'hui, ceci va être touché, aujourd'hui, il va y avoir des licenciements, mais on va jamais nous expliquer pourquoi pourquoi ça a autant dévissé. On a des notions comme ça qui arrivent, mais on n'a pas d'explications concrètes. Même après, reprenons la crise des États-Unis, aujourd'hui personne, je vais mettre les experts de côté, mais parmi la population française entre guillemets normale, personne n'est capable d'expliquer réellement et simplement pourquoi est-ce qu'il y a eu la crise du crédit hypothécaire aux États-Unis. Merci. C'est une notion qu'on n'a pas, qui nous est pas expliquée clairement. Merci Guillaume qui nous appelait de Seine-Maritime. Vous êtes d'accord, Sandra Moati? Écoutez, Guillaume, la perche est trop grosse, donc je vais la saisir, mais je vous invite vraiment à lire le spécial crise d'alternatives économiques de novembre qui est toujours en kiosque. Alors, on essaye ici. Europe1.fr. Mais d'ailleurs, les causes de la crise. Mais d'ailleurs, si elle souhaitait la généralisation de l'économie en seconde à tous les élèves, c'était pour la bonne fortune d'Alternative économique, puisqu'il est très lu parmi les élèves. Non, mais la base pour revenir à l'intervention, je trouve que, à l'évidence, l'auditeur a raison. On s'intéresse beaucoup plus aux conséquences qu'aux causes, mais je pense qu'il y a aussi une raison à cela, c'est que la demande du public est quand même beaucoup plus pour les conséquences que pour les causes. Jean-Pierre Boisivon, conseiller de la FNEJ, Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, avec quelque chose à annoncer pour demain. Jean-Pierre Boisivon. Ce fameux test de connaissance où la fois les Français ont une note moyenne de 6 sur 20, ce qui est quand même pas beaucoup. Ce test sera en ligne sur le site de la FNEJ, avec un accès gratuit bien évidemment, FNEJ.fr.
et vous pourrez faire le test et puis avoir votre note et vous comparer et avoir les réponses aux bonnes questions. La moyenne, c'est 7 sur 20. La moyenne, c'est 6. Et il n'y a que 7% qui ont eu plus de la moyenne. Et ben voilà, le test de connaissance demain pour tout le monde et pour les auditeurs d'Europe 1. Merci d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, Yolène Delabigne. Jusqu'à 20h sur Europe 1. Marie Drucker, Patrick Cohen. Europe 1 Soir. Les bonnes nouvelles de Yolène Delabigne. Et bonsoir Yolène Delabigne. Bonjour. Et bonjour les petits enfants sages. C'est la revue de presse du jeudi avec déjà la journée des droits de l'enfant. Bah oui, on en a beaucoup parlé, mais c'est bien, on recommence. Donc forcément le petit quotidien, vous savez, destiné aux enfants à partir de 6 ans, en a fait un numéro spécial pour nous rappeler que la Convention des droits de l'enfant a été écrite seulement le 20 novembre 1989. C'est quand même hallucinant. Pendant des siècles, l'enfant n'avait aucun droit à part celui de servir ses parents. Donc depuis 89, la plupart des pays du monde l'ont signé et se sont engagés à respecter les 54 articles. Tous les enfants ont droit à l'éducation, doivent être protégés contre la guerre et l'exploitation dans le travail, doivent manger à leur faim, etc., etc. Et le sort des enfants devrait s'améliorer, Yolène, à en voir le changement de mentalité des pères. Absolument. Alors d'autant plus que les entreprises françaises commencent enfin à en prendre conscience, ce qu'ont fait déjà depuis quelques années les Suédoises. Un père heureux dans sa vie privée est plus performant au travail, il est plus fidèle à l'entreprise et du coup, il rapporte plus de sous. Donc le ministre du Travail, Xavier Bertrand, lance aujourd'hui l'Observatoire de la parentalité en entreprise, qui est une structure pour soutenir la charte du même nom, qui depuis juin dernier, nous explique le Figaro, fait signer à des entreprises un engagement pour aider justement les employés à concilier mieux vie privée et professionnelle. C'est une innovation bienvenue parce que les enquêtes montrent une vraie évolution des cadres, notamment les moins de 40 ans. Ils veulent plus être le type, vous savez, en attaché-caisse qui rapporte des sous à la maison. Ils veulent eux aussi profiter de leurs enfants. Donc l'air de rien, c'est une grosse révolution en perspective. Fini les rendez-vous chez le boss à 8h du matin quand on doit amener les petits à l'école ou les réunions jusqu'à 21h30. Donc nous les femmes, ça fait des années qu'on connaît ça. Donc bienvenue au club, les chéris. Autre bonne nouvelle, Yolène, le shopping éthique pour concilier écologie et économie. Alors ça, c'est votre dada. Oui. Avec un joli dossier du Madame Figaro, 16 objets pour un monde meilleur, avec plein de nouveautés, design branché, l'éolienne de Philippe Stark, le porte-parapluie qui récupère l'eau pour arroser les plantes, le fauteuil en bois et papier recyclé qui s'étire et change de forme. Bref, c'est innovant, séduisant et non polluant. On finit avec des bisous. Ah oui, Presse Océan est tout fier de nous annoncer que ce sont des étudiants de Nantes qui détiennent le record du monde de bisous. Donc ça va être inscrit dans le Guinness World Records grâce à une étudiante qui a embrassé 108 fois sur la joue une seule personne en 1 minute. Pro la fille, de quoi laisser bouche bée les Anglais qui avaient frimé l'année dernière avec 78 bisous. Un ridiculous entre nous. Et preuve que les Français are the best, tandis qu'elle bécotait à tout va, un petit malin, lui, a préféré battre un autre record. 94 baisers mais sur la bouche des filles et des garçons en seulement 1 minute. Allez, on fait ça, je vous embrasse. Non, Patrick, pas sur la bouche. Ça fait ben un baiser et demi par seconde quand même, j'ai calculé, c'est formidable. Incroyable. Merci Yolène. À demain Yolène. Bonne soirée. Bonne soirée. Europe 1. À demain Marie. 18h, 20h. Europe 1 Soir. Europe 1.fr a changé. Europe 1 évolue. Europe 1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe 1.fr/radio.